Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, j'ai l'écran et devant aussi, vous avez ma présentation. Ah, ça y est, elle est arrivée. Parfait, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup de cette invitation. Et on va effectivement aborder la notion de climat éthique. Alors, je n'ai pas aucun conflit, bien entendu, d'intérêt sur cette présentation. Et le climat éthique, eh bien, la première des choses, c'est de se dire, est-ce que c'est dangereux pour la santé? Est-ce qu'on craint un réchauffement? Eh bien, il ne faut pas craindre un réchauffement, il faut même plutôt le souhaiter. Parce que, en fait, le climat éthique, eh bien, ce sont des relations humaines. Et vous allez voir que plus elles se sont réchauffées, et mieux c'est pour tout le monde. Alors, le climat éthique, eh bien, c'est une notion qui est quand même déjà bien développée au niveau des entreprises, puisque chaque année, plusieurs entreprises font leur évaluation par des baromètres de ce climat éthique. Et c'est défini par des sociologues comme l'ensemble des perceptions partagées de ce qui est un comportement éthiquement correct et de la manière dont les problèmes éthiques devraient être traités dans une organisation. Et donc on va interroger les salariés d'une entreprise sur l'exemplarité du management, sur le respect des valeurs de l'entreprise, le respect des partenaires économiques, de la vie privée, des clients et la prévention des conflits d'intérêts. Alors, en réanimation, ça correspond à quoi? Eh bien, jusqu'à présent, c'est vrai que c'était un peu flou et on s'en préoccupait que très très peu. Les premières publications datent d'il y a à peu près 5 à 7 ans. Et une des définitions qui est maintenant, j'allais dire, utilisée et partagée par le plus grand nombre, c'est celle de Van der Bulk, qui dit c'est partager des points de vue entre professionnels lors de décisions éthiques afin de protéger les professionnels d'une souffrance morale et d'éviter leur départ et d'améliorer l'expérience des familles et des patients en réanimation. Et là, immédiatement, eh bien, ça parle à tous les soignants, souffrance morale, éviter leur départ. Ça, c'est une problématique quotidienne, aussi en réanimation. Et le climat éthique, il est d'autant plus important lors des décisions, et des décisions éthiques dans les services de réanimation. Et comme vous le savez, ces décisions, eh bien, elles sont particulièrement difficiles parfois à prendre lors des limitations des arrêts des thérapeutiques. Alors, lorsque un patient ne peut plus s'exprimer, eh bien, il y a une procédure collégiale qui est mise en œuvre en France. Et comme vous le savez, eh bien, il y a le partage des points de vue avec ces avis consultatifs. Mais il n'y a pas de partage de responsabilité juridique, puisque la décision est médicale. Et pourtant, on peut se poser aussi la question de partage de la responsabilité morale. Alors, d'où venons-nous? Et c'est une vieille maintenant étude, il y a 20 ans, qui s'est réalisée dans plusieurs réanimations en France. Et vous voyez que l'apport du point de vue des infirmiers et des infirmières dans des décisions de limitation d'arrêt des thérapeutiques était quelque chose d'essentiel, et parce qu'ils apportaient une vision très différente de celle des médecins. Et lorsqu'on demandait est-ce que vous êtes plutôt satisfait de le management, la prise de décision, eh bien les docteurs étaient
oui, plutôt satisfaits dans leur grande majorité, alors que les soignants étaient peu satisfaits, puisque un tiers d'entre eux n'étaient satisfaits. Et on sait que cette insatisfaction va retentir aussi et aura comme principale conséquence le burn-out des équipes de soins en réanimation. Ça a été bien établi déjà, là aussi, dans ce travail, dans les réanimations françaises, où on voyait que la relation avec le cadre, la relation avec les médecins était quelque chose de très important, qui avait un impact fort dans l'émergence de burn-out chez les soignants. Alors, avant d'arriver au burn-out, malheureusement, eh bien, ça passe souvent aussi par les conflits à l'intérieur d'un service de réanimation. On sait que ces conflits sont exacerbés lorsqu'il y a des incompréhensions sur des décisions de fin de vie, lorsqu'il y a un défaut de communication entre les médecins, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants. Incontestablement, ça a un impact fort sur le moral des troupes. Et ça retentit d'autant plus que lorsqu'on demande si les soins sont appropriés ou inappropriés d'un point de vue des docteurs, d'un point de vue des internes, les juniors, ou bien d'un point de vue des infirmiers et des infirmières, eh bien on s'aperçoit que souvent, malheureusement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que dans les 3/4 des cas, les docteurs considèrent que les soins sont parfaitement appropriés, alors que ce n'est pas partagé par la majorité des soignants. Et tout ça retentit au fait d'avoir une volonté de quitter son travail, quitter son service, le fait d'être en conflit plus ou moins ouvert, d'être pas sur la même longueur d'onde, sur des décisions éthiques, eh bien ça amène à la volonté de départ d'un service au niveau des infirmiers, des infirmières, mais aussi au niveau des médecins. Alors, est-ce qu'on est tous au même stade? Probablement pas dans le monde, puisque dans ce papier Ethicus, où on regardait un score des pratiques éthiques entre les régions du Nord, centrale ou du Sud de l'Europe, eh bien, on pouvait déjà s'apercevoir que les pratiques étaient différentes et probablement que ce qui était admis par certaines équipes dans le Sud ne pouvait plus l'être dans le Nord. On a des visions différentes des décisions éthiques et la volonté de pouvoir les exprimer, et la possibilité de pouvoir les exprimer selon les différentes régions du monde et probablement aussi selon les services. Alors, j'allais dire, pour évaluer ce climat éthique, eh bien, maintenant, il y a des outils d'évaluation. Ces outils d'évaluation, ils ne datent pas non plus de 10-20 ans. Vous voyez, celui-ci a été publié, il fait référence en 2018. C'est le questionnaire de climat éthique, de prise de décision. Et il va porter essentiellement sur 3 champs. D'une part, la compétence managériale du médecin en charge de l'unité. D'autre part, l'ambiance, le climat de travail. Et enfin, la prise de décision éthique. Et pour chaque question, eh bien, on dit si on est parfaitement en accord, plutôt d'accord, ni en accord ni en désaccord, ou bien en désaccord partiel, ou bien en désaccord fort. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on a ce genre de résultat avec une sorte de toile d'araignée, avec les différentes composantes, et on peut se situer sur le fait que
eh bien, il n'y a pas trop de problèmes en ce qui concerne certains points et d'autres un peu plus. Et comme vous pouvez le voir sur ce travail, eh bien, qui a évalué le climat éthique au niveau des infirmières et au niveau des docteurs, on s'aperçoit que le point de vue est différent. Et généralement, les infirmiers, les infirmières ont beaucoup moins de louanges sur le climat éthique que les docteurs. Et ça va même plus loin parce qu'on s'aperçoit que ceux qui trouvent que le climat éthique du service n'est pas bon, eh bien, c'est les personnes qui ont un souhait de départ assez rapidement. Donc, ça a un impact fort sur la volonté de départ du personnel. Et puis, est arrivée, je ne vais pas vous le rappeler, cette vague Covid qui a ajouté, eh bien, j'allais dire, un point de vue de stress supplémentaire, d'anxiété pour tout le monde et notamment pour les soignants. Il y a quelques études qui ont été réalisées à ce moment-là et c'était d'autant plus intéressant parce que tout le monde s'est posé aussi la question, dans cette situation sanitaire exceptionnelle, des prises de décision éthiques. Et vous avez vu eh bien, des éditoriaux qui essayaient de prévenir les décisions un peu trop rapides. Et dans cette étude tchécoslovaque, eh bien, on voyait que plus de la moitié des soignants avaient une détresse morale. Et c'était principalement dû à ce qu'ils estimaient être des soins disproportionnés. Alors que lorsque on avait pu établir des objectifs de soins avec les docteurs, avec la famille, eh bien, au contraire, c'était plutôt un facteur protecteur. Et soyons clairs, sur les différents points de vue de ce questionnaire, les différents champs, eh bien, on s'apercevait que systématiquement, les infirmiers et les infirmières notaient moins bien que les docteurs les différents champs du questionnaire du climat éthique. Et au final, eh bien, qui en paye aussi les conséquences, eh bien, ce sont les patients et les familles, parce qu'une équipe qui a du mal à s'exprimer, eh bien, au final, c'est très clairement les familles et les patients qui vont avoir aussi des difficultés pour ce qui va arriver, et ça peut être parfois des fins de vie, et avec un support de l'équipe qui est moins important que ce qui était attendu. Alors, pourtant, même à la sortie du Covid, eh bien, il y a eu des éditoriaux, des grands penseurs de la réanimation, comme Jean-Louis Vincent, Bruxelles, qui donnait pour lui quelques clés pour essayer de garder nos infirmiers et nos infirmières en réanimation. Et il mettait le doigt sur le fait qu'il fallait valoriser le respect, la reconnaissance, la considération de l'autre, l'écoute, qu'il y avait un rôle incontestable du leadership, c'est-à-dire que le chef de service, la cadre, eh bien, devait apporter ce modèle, cette exemplarité. Et il rappelait qu'on fait des soins humains, on est dans le relationnel humain. Donc, c'est avant tout ça qui va nous sauver et non l'intelligence artificielle. Alors, moi, j'ai presque envie, parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'outils pour vous montrer une nette amélioration du climat éthique dans nos services, eh bien, c'est aussi de vous proposer ce qui a été mis en évidence comme très bénéfique pour les familles par John Ronald Curtis, qui était d'organiser une communication proactive entre les différents membres de l'équipe, que ce soit des soignants, des psychologues, des secrétaires, des aides-soignantes, des médecins, jeunes, plus vieux, où tout le monde s'assoit autour de la table et on discute de manière posée
on fait face à la situation, chacun peut s'exprimer et on s'écoute. On s'écoute de manière active pour prendre des décisions quand il faut prendre des décisions au sein de l'équipe. Et puis, il faut les expliquer, déculpabiliser, et tout ça d'une manière bienveillante. Et lorsque on a un peu ce modèle-là, eh bien, c'est une des rares études randomisées sur la question qui est sortie il y a un petit peu moins d'1 an, sur 6 réanimations américaines, où il y avait des réunions 1 fois par mois entre docteurs et infirmières, des débriefings, et on regardait le climat éthique, le burn-out, et on s'apercevait qu'il n'y avait pas de modification du questionnaire du climat éthique, du burn-out, mais il y avait une meilleure organisation et une détresse morale qui était moins importante à tout niveau. Alors, moi j'ai envie de conclure par vous proposer avant tout de vous évaluer dans chaque service, et puis se dire, eh ben, voilà où on en est. Et si on n'est pas bon, eh ben, c'est pas grave, parce qu'on sait qu'on n'est pas bon, mais vous allez voir que la pente d'amélioration est très rapide et facile. Si vous êtes déjà très bon, eh bien, tant mieux, continuez. Mais pour vous améliorer encore plus, ça va être un peu plus compliqué. Néanmoins, vous pouvez aussi avancer dans cette démarche. Et je vous rappellerai que dans le cadre de la certification professionnelle périodique qui concerne les médecins, mais aussi les infirmiers et les infirmières, le 4e bloc de cette certification concerne la santé personnelle et notamment, il y aura un volet, je pense, important sur le risque psychosocial. Pour terminer, eh bien, le climat éthique, c'est avant tout partager des points de vue et donc considérer l'autre. Ça peut avoir un impact important dans nos services, sur le fait que ça peut entraîner des burn-out de nos soignants et leur départ. Il faut absolument installer un climat de confiance, une écoute bienveillante et être une équipe de réanimation. Et dans le mot « équipe », on se serre les coudes tous ensemble. Donc, n'ayez pas peur et évaluez-vous. Merci. Merci Alexandre, vraiment pour cette présentation qui résonne pour nous tous, je pense, hein, et puis qui, faut le redire aussi, met les soignants aussi au centre du climat éthique, peut-être un peu mésentendu. Enfin, donc on va laisser la parole à la salle, parce que je pense qu'il y aura pas mal de questions, j'espère. Donc voilà, bah, écoutez, allez-y, hein, on a du temps là, pour les questions. Alors, moi j'en ai une. Combien il y en a qui ont évalué le climat éthique dans leur service? Attendez, je répète ma question. Combien il y a de personnes qui ont évalué le climat éthique dans leur service? Je vois 2 personnes. Peut-être que vous êtes dans le même service? Non? Non. Donc 2 services. Donc, je pense que vraiment, c'est quelque chose maintenant qui est indispensable de le faire dans le cadre du management hospitalier d'un service, savoir où on en est, parce qu'on s'aperçoit que c'est un des facteurs clés quand même de l'ambiance générale du service. Et s'il y a une ambiance générale, si on a un esprit d'équipe dans le service, on va pouvoir construire des projets ensemble et avancer ensemble. Si on n'a pas les fondements, si on ne se comprend pas sur les décisions éthiques de fin de vie, si on considère qu'il y a des soins inappropriés, et généralement c'est un problème de communication, eh bien on ne pourra pas avancer ensemble. Des questions ? Merci. Oui, merci beaucoup Alexandre. Guillaume Thierry à Saint-Étienne. Non, c'est vraiment super ce que tu nous as dit, ça résonne avec plein de trucs et avec le fait que parfois on croit qu'on fait bien et peut-être qu'on fait pas si bien que ça. Et ouais, il y a une chose qui me frappe, c'est quand on fait des réunions éthiques alors je pense qu'il y en a dans tous les services, mais où tout le monde est là
l'ordre de qui prend la parole en premier peut avoir une influence considérable sur la décision finale. Si c'est le plus expérimenté, le plus hiérarchiquement élevé qui parle en premier, c'est pas sûr que si toi tu parles en premier, l'aide-soignante qui est arrivée il y a 6 mois va parler contre toi. Et ça, je pense qu'on n'est pas toujours vigilant. Et nous, on a eu cette situation dans notre service 1 ou 2 fois qui nous a un peu mis l'alarme. Et donc, on va faire ce questionnaire d'évaluation. Mais je pense que tout bêtement, on croyait faire très bien. Et en fait, on faisait pas si bien que ça parce qu'on distribuait pas la parole dans le bon sens. Et c'est des petits détails de pratiques de réunion, mais qui ont une influence énorme sur comment les gens vivent les décisions qui ont été prises in fine, peut-être un peu malgré elles. Et très clairement, il y a une partie du questionnaire sur le management. Si on veut faire correctement le questionnaire, ce qui est recommandé, c'est de le distribuer. Bien entendu, il faut que ce soit parfaitement anonyme, donc en aucun cas, il y a le nom de la personne qui fait le questionnaire qui est visible. Et même ce qui est recommandé, c'est on distribue le questionnaire et on le remet non à une personne extérieure au service pour que ce soit parfaitement libre de parole. Et après, on en tire les conclusions. Et si elles ne sont pas flatteuses, très bien. Qu'est-ce qu'on met en place pour essayer de résoudre ça ensemble? Le questionnaire permet de faire une auto-évaluation. Il permet quand même de dégager après peut-être des tendances éventuellement. On peut en faire une feuille de route. Oui, un peu. Et on peut voir là où ça pêche et là où, a priori, il y a une communication intéressante. Les personnes ont confiance sur les décisions qui sont prises. C'est ça avant tout, c'est-à-dire se dire, en réanimation, on prend des décisions lourdes de conséquences. Il faut que véritablement l'ensemble du personnel soignant, paramédical, médical ait confiance sur ces prises de décision, en disant, on est persuadé d'avoir pris plutôt la bonne décision. Mais tous ensemble aussi, j'ai apporté mon point de vue à cette décision. Et c'était important. Alors après, moi je trouve que c'est aussi un travail du quotidien. Au-delà des réunions où on est tous autour d'une table, si on explique bien aussi tous les jours l'évolution du patient, ce qu'on fait, ce qu'il en est, où il en est, je pense que ça aide aussi l'équipe paramédicale à réfléchir aussi sur l'éthique et sur là où débouchent les soins, en fait. C'est vraiment un travail du quotidien, je pense. Tout la à discussion constante le matin, la visite. Et même ce qui est recommandé, mais ça n'empêche pas de s'évaluer. Et ce qui est même recommandé par certains auteurs, ça serait presque de s'évaluer très régulièrement, chaque année, pour voir où on en est au niveau du climat éthique. Est-ce qu'on améliore les choses? Une question de Nura. Est-ce qu'il y a l'équivalent pour les décisions de non-admission en réanimation pour améliorer le climat éthique au staff le matin au retour de la garde? Oui, mais tu as raison. C'est-à-dire que ça fait partie aussi des prises de décision. Alors là, il y a parfois un peu moins de personnes qui participent à la décision. Les non-admissions, c'est généralement 2-3 personnes. Ce n'est pas forcément l'ensemble du service qui va participer à cette décision-là. Donc, c'est parfois plus difficile à évaluer. Et pour l'instant, on est sur un service. On n'est pas sur la relation entre plusieurs services. Donc, je dirais que je ne suis pas sûr que ce type de questionnaire puisse vraiment évaluer aussi cette partie-là.
Bonjour, moi je suis interne en 5e semestre. J'ai eu 4 semestres où j'ai eu affaire à des seniors qui étaient vraiment super, qui partageaient facilement les prises de décision, etc. avec toute l'équipe paramédicale. Au début de mon internat, j'ai eu affaire pendant un stage à un médecin qui était dans l'opposé de n'importe quelle décision médicale. C'était très pesant pour l'équipe soignante. Moi je l'ai très mal vécu, j'ai fini par quitter le service pendant une semaine et il y a eu beaucoup de départs infirmiers dans les suites. Ma question, c'est quand on est face à des responsables, des seniors qui ne sont pas du tout dans la communication, je pense que la personne avec laquelle je pense, on lui aurait proposé ça, elle n'aurait pas du tout été dans l'écoute ou autre. De quoi on dispose en fait pour lancer des débats pareils? Alors, on peut toujours lancer le débat, je suis d'accord. Maintenant, je suis aussi conscient qu'il a peu de chances d'aboutir. Mais j'allais dire, ma génération de réanimateurs, on a appris à écouter les familles. Ça a changé la prise en charge des patients et des familles. Votre génération, elle doit apprendre à écouter les familles et les soignants. Et c'est votre défi, ça. Nous, on va vous accompagner, mais votre défi, c'est le vôtre. C'est le vôtre. C'est écouter les soignants. Merci, ça c'est un message qu'il faut qu'on retienne, je pense. Il y a encore des réactions, on a encore le temps. Bon. En tout cas, merci beaucoup Alexandre. Je pense que